Togo Info, le Togo à votre portée. En Conseil des ministres, mercredi, le gouvernement a décrété l'ouverture et la clôture de la période des révisions des listes électorales pour la présidentielle de 2020. Cette période se situe du 29 novembre au 1er décembre 2019 en une phase unique dans les centres de recensement qui seront ouverts de 7h à 16h, temps universel au Togo, et en heure locale dans les pays retenus pour le vote des Togolais à l'étranger, à savoir en tout 6 pays, qui sont, je vous les cite rapidement, la France, les États-Unis, la République démocratique du Congo, le Gabon, le Nigeria et le Maroc. Alors, au moment où l'opposition continue de revendiquer le rééquilibrage de la CENI, la recomposition de la Cour constitutionnelle et une reprise intégrale du recensement électoral, le gouvernement valide les 3 jours de révision du fichier électoral. Alors l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Le dialogue voulu par l'opposition est-il encore envisageable ? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Éric Dupuis, conseiller spécial de Jean-Pierre Fabre, chargé de la communication de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement. Bonjour Monsieur Dupuis. Bonjour Monsieur Afanou, bonjour Madame, bonjour Monsieur, les auditeurs de Nana FM. Ce débat se fera également avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Antoine Tété Omeni à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Le gouvernement valide les 3 jours de révision du fichier électoral. Le dialogue voulu par l'opposition est-il encore envisageable? C'est le thème du jour. Mais avant d'y aller, depuis le début de la semaine, M. Dupuis, de nouvelles déclarations de Mohamed Loum font le chou gras, soit de la presse ou des réseaux sociaux. Les commentaires sont nombreux. Comment vous, personnellement, qui avez été également inculpé dans cette affaire, avez-vous vécu cette sortie? Je l'ai vécu, je dirais, avec distance, tout simplement parce que nous connaissions tout cela, nous le savions, et je crois que ce n'est pas la première fois que M. Loum donnait ses explications. Et souvenez-vous, quand il était en prison, il avait écrit à M. Jean-Pierre Fabre pour dire à peu près la même chose. À 2 reprises, il lui a écrit. Et quand il est sorti, il lui a rendu visite, il lui a donné sa version. Et rappelez-vous également, en novembre 2013, le CST avait sorti un livre blanc dans lequel il avait donné les mêmes explications en citant des noms. Cette déclaration publique aurait pu être quelque chose d'intéressant, aurait pu intéresser toute la population togolaise si la démarche n'avait pas été viciée par une démarche, disons, politicienne. Nous aurions voulu que, avant de lancer cet audio ou cette vidéo dans le public, que ceux qui avaient souffert dans cette histoire, ceux qui souffrent encore dans cette histoire, soient invités, soient associés à cela. Je veux parler des femmes du marché qui ont perdu des fortunes colossales, qui ont même perdu la vie, parce qu'il y en a qui en sont mortes. Je veux parler de l'ANC, qui est un parti qui a payé très cher cette affaire-là. Un militant, en la personne de M. Yakanou, Jean-Pierre Fabre lui-même, président de l'ANC, inculpé, interdit de sortie du territoire national pendant pratiquement 5 ans. Maître Zeus Ajavon, le coordonnateur du CST, qui a été inculpé. Monsieur Baudet, ils sont nombreux. Il y en a à peu près 30, presque 40 personnes. Moi-même, j'étais inculpé. Au moins, toutes ces personnes-là, qu'on ait un peu d'égard pour elles. Et puis, cette affaire-là n'est pas une affaire d'un parti politique ou un moyen pour justifier la désignation d'un candidat unique. C'est une affaire qui intéresse tout le peuple togolais. Au risque de reprendre le président de la République,
je ne vois pas le rapport. Vous voyez un lien entre cette affaire et la désignation d'un candidat unique? Je ne répondrai pas à votre question. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. C'est ce que vous semblez affirmer. Je ne répondrai pas à votre question. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. J'aurais voulu que cette affaire soit portée par tout le peuple togolais parce que c'est une affaire qui est très grave. Qui est très grave. Moi, j'en ai souffert dans ma chair. J'en souffre toujours parce que accuser quelqu'un d'avoir organisé les incendies des marchés de Kara et de Lomé, c'est une grave accusation. Alors, je note c'est une grave accusation qui aurait pu me coûter la peine de prison à vie. Et on banalise cela. Excusez-moi, autorisez-moi à dire que la démarche était viciée. Alors, je note que vous ne souhaitez pas répondre à la question parce que précédente. Je ne veux pas polémiquer sur cette affaire. Cette affaire est trop grave et trop sérieux pour qu'on polémique là-dessus. Alors, l'aspect qui nous intéresse, c'est celui de l'impunité. N'y a-t-il pas là, je ne sais pas si je dois parler de violation des droits des personnes qui ont souffert dans cette affaire à partir du moment où, suite à cette déclaration, suite à votre livre blanc, la justice reste silencieuse? Mais l'impunité ne date pas d'aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il y a un livre blanc qui était sorti en novembre 2013 avec des noms bien précis. Jusqu'à aujourd'hui, ces personnes n'ont pas été inquiétées. Et c'est lors des discussions que nous avons eues avec la CEDEAO, notamment avec le président ghanéen en 2018, que nous avons pu faire sortir les derniers qui étaient en prison, notamment M. Mantsi Kwame, qui a passé 5 ans de sa vie en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Et vous voulez que je banalise cela? Vous voulez que je polémique sur cela? Non, monsieur. Et je ne voulais pas demander, puisque c'est la deuxième fois que vous parlez de polémique. On n'a aucun intérêt à susciter une quelconque polémique sur le sujet. C'est une affaire qui me fait très mal. Absolument. C'est une affaire qui me fait très mal et je ne peux pas accepter cela. Normalement, une telle révélation devait entraîner le soulèvement de tout le peuple togolais pour condamner cela. Ne serait-ce que des institutions judiciaires, puisque là il est question de droits de l'homme. Est-ce que vous avez tenté de saisir des juridictions ou d'autres institutions pour que justice soit rendue? Normalement, M. Afanou, en novembre 2013, lors de l'apparition du livre blanc du CST, s'il y avait une juridiction compétente dans ce pays, elle se serait auto-saisie, ou alors les personnes incriminées auraient saisi la justice pour que le droit, pour qu'il soit rétabli dans leur droit. Parce que vous ne l'avez pas fait. Non, mais attendez, je ne sais pas. Si on vous accuse, vous, d'avoir été l'instigateur d'un tel crime, je pense que vous aurez saisi la justice. Il y a des noms qui ont été cités dans ce document. J'ai le document sous la main. Je ne veux pas vous faire perdre du temps en les citant. Absolument. Tous. Ces personnes-là, qui sont des personnes bien connues dans notre pays, qui occupent des postes de haute responsabilité. Il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas eu de réaction de leur part. Il n'y a pas eu de réaction de la part de la justice. Certains à l'époque avaient parlé de diffamation, mais la justice, elle n'a pas véritablement réagi. Si vous estimez que vous êtes diffamé, vous saisissez la justice pour que vous soyez rétabli dans vos droits. C'est ça la normalité des choses. Alors, à quelle suite vous attendez-vous pour clore ce chapitre? À quelle suite vous attendez-vous dans cette affaire? Oh non, mais vous savez, nous, ce n'est pas d'aujourd'hui que nous réfléchissons à cela. Nous, à l'ANC, au nom de M. Yakanou, au nom de tous les nôtres qui ont subi cette injustice, nous allons demander des comptes. Et nous sommes en train de préparer des dossiers là-dessus. Nous ne dormons pas. Vous croyez quand même pas que nous allons nous taire sur cette affaire aussi grave. Et je vous le dis, peut-être que vous l'ignorez, pendant les discussions avec la CEDEAO à Accra, nous sommes revenus à plusieurs fois dessus. Et Jean-Pierre Fabre a conditionné sa participation au dialogue à la libération de tout ce monde-là. Et il avait de même demandé, soit on les juge, soit on les relâche. Parce qu'il était prêt lui-même à passer devant la justice pour que les Togolais comprennent vraiment comment cette ignominie a pu se passer dans ce pays. Imaginez-vous
que des gens, soi-disant normaux, aient pu mettre le feu à des marchés pour faire inculper des membres d'un parti politique, tout simplement parce que ces partis politiques gênaient. N'oubliez pas, M. Afanou, qu'en 2012, le CST a mis à mal ce régime, avec les manifestations qui drainaient des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes dans les rues. Rappelez-vous, juin 2012. Mais quand on dit cela, les gens ne s'imaginent pas. Pour moi, j'ai eu à le dire à plusieurs reprises. C'est pour ça tout à l'heure que quand je parlais, vous m'avez posé une question, je ne voulais pas y répondre. J'ai toujours pensé, j'ai toujours dit que ces incendies ont été faits pour arrêter les manifestations du CST. C'est ça la réalité. C'est pour ça que cela me fait mal. J'ai été un membre du CST et tous les membres du CST, les jeunes qui organisaient les manifestations, qui prenaient parti à ce rassemblement, cette mobilisation, ont tous été arrêtés, emprisonnés. Et aujourd'hui, on veut que je banalise cela? Non, non. À ceux qui nous rejoignent, nous rappelons qu'ils écoutent Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Éric Dupuis, conseiller spécial de Jean-Pierre Fabre et chargé de communication de l'ANC. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet pour parler de la présidentielle de 2020 qui semble se décliner un peu comme les législatives de 2018, à cette différence près que l'opposition, certains partis de l'opposition qui avaient boycotté cette élection ne sont apparemment plus dans cette dynamique. Mais le parti au pouvoir et la CENI semblent bien partis. Vous avez suivi les décrets pris mercredi. Quel sentiment cela fait naître chez vous? Vous savez, le régime togolais reste droit dans ses bottes. Ce n'est pas nouveau. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2018 quand on préparait les locales. En 2018 Non, d'abord les législatives et puis après les locales. Donc, quand on préparait les législatives, on avait rencontré le chef d'État ghanéen, puis le chef d'État guinéen, qui nous avait promis, celui de la Guinée, qui nous avait promis que la CENI serait recomposée de manière paritaire avec un président étranger. Pendant ce temps-là, le RPT-UNIR a continué les travaux préparatoires. Et on est arrivé à la dernière réunion où il nous disait, bon, vous rejoignez la CENI, mais pendant ce temps-là, tout était déjà terminé. Le recensement, pas le recensement, la révision électorale était déjà bouclée. On leur a dit, mais écoutez, d'une part, le président de la CENI étranger n'est toujours pas nommé. D'autre part, vous êtes déjà en train de faire la révision électorale, tout est prêt, vous avez commandé les bulletins, vous avez tout organisé, vous voulez qu'on vous rejoigne à la CENI, pourquoi faire? Raison pour laquelle nous avons refusé d'y prendre part. Et c'est toujours la même chose. Le contexte est un peu plus difficile parce qu'il n'y a plus de médiateurs, il n'y a plus de personnes qui militent. Qu'est-ce que les médiateurs avaient fait? Qu'est-ce qu'ils ont apporté de plus? Rien. Ils n'ont rien apporté, puisque ils se sont débinés en dernière minute. La CEDEAO n'a pas tenu ses promesses. Au moins, dans ce cas-là, vous aviez les 8 sièges. Aujourd'hui, les 8 sièges qui ne servaient à rien. Donc, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, 8 sièges ou 0, pour vous, ça ne change pas grand-chose. Si on vous invite à donner 8 personnes, 8 sièges pour ne rien faire, pour assister à ce qui est déjà préparé, ficelé, là vous n'êtes plus membre de la CENI, mais vous êtes en position d'observateur. Alors, nous n'avions pas l'intention d'avoir cette position d'observateur, mais nous avions la volonté de participer entièrement et totalement à l'organisation de la consultation électorale. C'est ça le rôle des membres de la CENI. Mais les membres de la CENI ne peuvent en aucun cas être là en tant qu'observateur ou en tant que je ne sais pas quoi. Donc voilà la raison. Maintenant, pour répondre à votre question, pour nous, le régime continue bille en tête à organiser cette consultation électorale de 2020
Nous avons demandé de revoir le cadre électoral, et nous en avons parlé encore à la délégation ONU-CEDEAO que Jean-Pierre Fabre et une délégation de l'ANC a rencontré tout dernièrement. Nous leur avons dit la même chose, qu'il y a un risque énorme que ce pays s'embrase si on n'organise pas ces élections de manière consensuelle. À commencer par un recensement des populations, parce que notre fichier électoral est totalement vicié. Notre fichier électoral est totalement corrompu. Maintenant, s'il s'obstine à vouloir faire une révision électorale telle qu'ils l'ont faite en mai dernier, nous allons demander aux populations d'aller massivement se faire inscrire. Je dis massivement, parce que la loi dit que aucun Togolais, on ne peut refuser à aucun Togolais d'être inscrit sur la liste électorale, que tous les Togolais qui ne sont pas en possession de leur carte d'électeur, dès l'ouverture, envahissent les centres de recensement et qu'ils restent là jusqu'à ce que le dernier soit inscrit. C'est un droit de tous les Togolais. Les militants allaient se faire recenser. Je les appelle, puisqu'ils ont donné la date, s'ils ne font pas marche arrière, ils ne veulent pas entendre raison, je demande, pas non seulement aux militants de l'ANC et aux sympathisants de l'ANC, je demande à tous les Togolais, dès 6 heures du matin, d'aller se faire inscrire et de rester là-bas jusqu'à ce que le dernier soit inscrit. Mais ça veut dire que vous participez à un processus vicié à partir du moment où vous estimez que c'est de cette manière que les choses sont faites. Je ne comprends pas ce n'est pas parce que je demande aux gens d'aller se faire inscrire, ce qui est leur droit. Vous dites que le fichier est vicié, et s'ils vont se faire inscrire sur un fichier pas propre, est-ce que cela participe à un processus transparent? Monsieur Afanou, si en enregistrant aujourd'hui tous les Togolais qui ne sont pas en possession de leur carte d'électeur et qu'on se retrouve avec un fichier de 7 millions, ça poserait problème, non? Non, vous ne trouvez pas? Absolument. Ah bon, voilà. Il faudrait pouvoir le démontrer. Alors, le nombre de pays retenus pour le vote des Togolais à l'étranger est de 6. Est-ce que cela vous surprend? Apparemment, ce sont les pays où plus de 300 Togolais détiennent la carte consulaire: la France, les États-Unis, la République démocratique du Congo, le Gabon, le Nigeria, le Maroc. Vous savez, cette histoire du vote des Togolais à l'étranger, c'est encore ce comportement d'exclusion. C'est-à-dire que les Togolais qui sont au Bénin ne pourront pas voter, ceux qui sont au Burkina par exemple. Moi je vais au-delà. Vous savez que la grande majorité de nos concitoyens qui ont quitté le Togo pour aller s'installer à l'étranger l'ont fait souvent pour des raisons politiques ou des raisons économiques. Est-ce que vous pensez sincèrement, M. Afanou, qu'ayant fui votre pays, arrivé dans un pays d'accueil, vous allez courir au consulat ou à l'ambassade de votre pays que vous avez fui pour aller vous inscrire? Non. Donc, cette histoire de carte consulaire est destinée à exclure tous ceux qui ont fui le Togo à un moment donné et qui sont, il faut le dire, tous aujourd'hui dans l'opposition. C'est pour les exclure de cette consultation électorale. Et je trouve cela indigne d'un pays. On n'exclut pas les enfants d'un pays pour des raisons aussi basses. Ces gens-là ont fui, ces gens-là ont souffert, ces gens-là ont risqué leur vie. Ils sont des Togolais comme tout le monde. On doit leur permettre de voter comme tout le monde et s'en tenir à la carte d'identité, tout simplement. On dit la carte consulaire. Depuis quand on délivre les cartes consulaires dans les ambassades ou dans les consulats? Combien de consulats il y a? Là, vous me citez Paris. Paris. Si vous êtes à Marseille, vous ne pourrez pas voter. Si vous êtes à Lille, vous ne pourrez pas voter. Si vous êtes à Tourcoing, vous ne pourrez pas voter. Ainsi de suite. Je dis, c'est pas bon. Il aurait fallu prendre le temps de faire un recensement exhaustif de tous les Togolais de l'étranger et de dire tous ceux qui sont en possession de leur carte d'identité peuvent aller obtenir leur
carte d'électeur et voter comme tous les Togolais. Or, aujourd'hui, il y a deux poids, deux mesures. Il y a des Togolais de l'intérieur qui peuvent, sur simple témoignage, aller voter. Or, les Togolais de l'étranger doivent présenter passeport, carte d'identité, plus la carte Sésame, qui est la carte consulaire. Dire. Alors, avant de donner la parole aux auditeurs, est-ce que les discussions préalables que vous avez souhaité et demandé au président de la République sont-elles encore envisageables? Vous savez, moi je fais de la politique et tant que je n'aurai pas eu une réponse claire et précise de la part de ceux qui dirigent ce pays, je continuerai à l'exiger, à le demander. Maintenant, et à y croire. Maintenant, ce n'est pas parce que je le demande que je ne prends pas d'autres dispositions pour le cas où. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, le gouvernement valide les 3 jours de révision du fichier électoral. Le dialogue voulu par l'opposition est-il encore envisageable? Premier auditeur en ligne, allô? Bonjour, monsieur Pelé. Comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons de Doula Samé. Bonjour, monsieur Pelé. Et pour vous, il n'y aura pas de dialogue. Bien, ce sera tout. Et ce n'est pas le sujet que nous soumettons à votre appréciation, monsieur Pelé. Donc, bien, merci. Merci Monsieur Pelé d'avoir participé au débat. Vous avez dit l'essentiel. Votre participation tous les jours nous fait plaisir. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Auditeur en ligne, allô. Bonjour, vous vous appelez comment? Comment vous nous appelez d'où? Allez-y, nous vous écoutons. Pour vous, le dialogue est-il encore envisageable? Allez-y. Bien, ce sera tout, comme la tchè. Bien, merci, bonne journée à vous également. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, le dialogue préalable souhaité par l'opposition est-il encore envisageable? Auditeur en ligne, allô? Bonjour. Rachad, comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons d'Agoué et rapprochez le téléphone de votre bouche, s'il vous plaît. Parlez un peu plus fort. À votre avis, est-ce que le dialogue préalable est encore envisageable? Ne l'ouvrez même pas, Rachad, on n'a pas beaucoup de temps. Allez droit au but. Allez droit au but. Rachad, je vous entends très bien. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Comme je le dis de temps en temps, il nous faut parfois rassembler un certain nombre d'éléments pour vous permettre de réagir sur un sujet donné. Et là, ce n'est pas le cas. Nous le ferons, nous y travaillons. Dès que c'est prêt, vous serez les premiers informés. D'accord? Merci beaucoup pour la compréhension. Alors, par rapport au dialogue. Le dialogue n'est plus possible à votre avis? Bien. Allez-y. Bonjour, monsieur.
La liaison n'est pas très bonne, Rachad. Allez-y, oui, allez-y, nous vous écoutons. Là, ils vont à la présidentielle. Vous pensez que c'est une erreur également? Là, ils se sont annoncés pour la présidentielle. Vous pensez que c'est une erreur également? Bien, merci. Il vous répondra dans quelques instants. Merci Rachad d'avoir participé au débat. Appelez Tekossi sur la page Facebook de Nana FM écrit qu'il est permis de rêver, sauf qu'à ce stade, l'attente du dialogue par l'opposition est une insulte à la patience et à la conscience du peuple. Un autre auditeur et Monsieur Dupuis réagit. Allô? Auditeur en ligne, bonjour. Vous vous appelez comment? Jean, vous voulez bien baisser le volume de la radio, s'il vous plaît? Vous nous appelez d'où, Jean? Allez-y, nous vous écoutons. Vous y croyez encore? Alors, pour vous, qu'est-ce qui doit être fait à présent? Même pour le cadre électoral, apparemment, c'est mort aussi, hein, si on suit votre logique. Bien. Merci Jean d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Alors, Pelé de Doula-Sabé dit que le dialogue n'est pas envisageable et si vous devez dédier vos forces à un sujet actuellement, il doit être celui de faire gagner Jean-Pierre Fabre. Merci beaucoup, merci à tous. D'abord, nous n'avons jamais parlé de dialogue. Le dialogue est un terme qui est aujourd'hui galvaudé. Nous savons ce que ça nous a coûté dans et la que politique d'autres congolaise. partis d'opposition demandent. Et qu'aujourd'hui, dans la lettre de Jean-Pierre Fabre à M. Fournier-Sibé, et aujourd'hui, dans nos propos, nous préférons parler de discussion. Hein? Donc, discussion, nous pensons que un homme sérieux et responsable, la discussion est nécessaire avant cette échéance très très importante. Parce que cette échéance va engager notre pays pour les 5 années à venir. Et que tous les Togolais, dans leur très grande majorité, aspirent à un changement, à une alternance politique en 2020, après 38 ans de règne sans partage du père et 15 ans du fils. Et que maintenant, il faut que d'autres Togolais puissent prendre les rênes de ce pays et voir ou démontrer qu'il y a une autre façon de gouverner. Donc, nous, en tant que responsables politiques, nous qui respectons la loi, nous disons que pour éviter des drames tels que nous l'avons connu en 2005 et autres, il est nécessaire qu'on s'asseye pour faire en sorte que ces élections se passent dans la transparence et dans l'équité, tel que cela se passe dans la plupart des pays. Et vous l'avez dit, vous continuerez à l'exiger jusqu'à ce que vous ne réalisez que bien sûr, ce n'est pas parce qu'on l'exige, qu'on le demande, que nous n'avons pas d'autres cordes à notre arc. Nous réfléchissons à d'autres possibilités, puisque certaines personnes ou certains pays nous prêtent oreille dans cette histoire. À chaque fois, à chaque occasion, nous leur disons la même chose. Et nous espérons qu'ils useront de leurs relations diplomatiques pour faire comprendre à ce régime que cela ne nous amènera nulle part si on doit, comme certains le pensent, on doit toujours utiliser la force pour se maintenir au pouvoir. Tout dernièrement, il y a un ancien ministre qui disait sur l'une de vos radios que
les partis politiques qui oseraient s'opposer à eux auront à répondre devant la police et devant la justice. Ce n'est pas ça qu'on demande. Nous demandons que l'intelligence prenne le pas sur la force brute. Comme là, Dadido Gomé vous demande ce que devront finalement faire les citoyens, vous les aviez appelés à ne pas se faire recenser, maintenant vous leur demandez le contraire. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que j'avais dit que nul ne peut interdire l'inscription d'un citoyen sur la liste électorale. Et à aucun moment, nous n'avions interdit l'inscription de qui que ce soit. Et il dit que vous les aviez appelés à ne pas. Vous appelez à ne pas, mais pas l'interdiction. L'interdiction, c'est que je refuse de vous inscrire. Or, si je vous appelle à ne pas aller vous inscrire, vous avez le libre arbitre d'aller vous inscrire ou pas. Rachad Dagoué dit que le dialogue n'est plus possible. C'était une erreur de participer au local et c'est une erreur de participer à la présidentielle. C'est une erreur de dire que c'est une erreur de la part de... Moi, je ne porte pas le jugement en ce sens. Chaque parti politique est libre arbitre des positions qu'il prend. Nous ne regrettons pas d'avoir pris part aux élections. Cela, nous en avons tiré des leçons. À nous de savoir utiliser ces leçons-là. Dire qu'il ne faut pas participer, il faut faire ceci, il faut faire cela, je trouve que c'est un peu dommage. Il y a plusieurs moyens, d'obtenir ce que M. Razad attend. Ça peut être à travers les élections, ça peut être à travers la révision électorale, ça peut être à travers beaucoup de choses. Mais rester là en disant non, 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 ce n'est pas non plus une bonne chose. En 2018, si nous avons décidé de ne pas prendre part aux législatives, l'ANC a pris une lourde responsabilité qui lui a coûté très cher. Et c'est en toute connaissance de cause. Et l'ANC ne le regrette pas. Parce que aller aux élections, aux législatives, dans ces conditions-là, n'était pas le meilleur choix. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Nous voyons que la représentativité de l'Assemblée nationale n'est pas celle d'un Parlement normal. Je parle de l'opposition. Et que les dernières élections locales ont démontré que l'ensemble des partis de l'opposition extra-parlementaire sont soutenus par une majorité de Togolais très loin devant les électeurs des partis parlementaires. C'est de 2 à 3 fois. Donc c'est une leçon aussi à tirer dans ces 2 consultations électorales. Merci, monsieur. Alors, Jean de Bakposito dit que le train est déjà parti et qu'il faudrait vous concentrer sur le cadre électoral. Si le train est déjà parti, pourquoi se concentrer sur le cadre électoral? Le cadre électoral fait partie des discussions que nous sollicitons. Nous voulons discuter avec le régime justement pour l'amélioration du cadre électoral. Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les fraudes qui sont opérées régulièrement lors des consultations électorales dans ce pays proviennent d'un cadre électoral totalement inique et d'une CENI totalement, comment dirais-je, dominée par le pouvoir à travers son président, à travers le représentant du gouvernement, à travers le nombre important des membres du régime RPT UNIR. Donc il faut revoir tout cela pour qu'il y ait une équité d'abord dans ce cadre électoral qui permette une transparence et qui permette aussi à tous les Togolais, c'est une affaire de tous les Togolais, de dire nous avons voté massivement pour cette personne et c'est cette personne qui va prendre la destinée de ce pays en charge pendant les 5 ans. Or, quand les gens vont voter et que le lendemain, on leur annonce un résultat qui est loin de ce qu'ils attendaient, c'est toujours frustrant. Saturné a le dit Sodé sur la page Facebook de Nana FM écrit qu'il n'est pas encore trop tard
pour passer à la table de discussion avec le gouvernement, il suffit qu'ils mettent plus de pression. Notons aussi que les 3 jours de révision pour une élection présidentielle sont insuffisants. Qu'en pensez-vous? D'abord, la pression, oui, je suis d'accord avec lui qu'il faut mettre la pression. Et cette pression-là, c'est la mobilisation des populations. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, que nous continuerons à faire pression, à exiger, à faire pression pour obtenir les discussions, et que nous avons d'autres moyens de pression aussi que nous allons utiliser. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en ce qui concerne les 3 jours, nous disons que la révision, là où nous sommes aujourd'hui, nous avons un fichier électoral totalement corrompu, qu'il aurait fallu un recensement général des populations pour ces élections-là, un recensement électoral. Malheureusement, le régime ne veut pas et s'enferme dans l'autoritarisme pour nous imposer un fichier corrompu. Et je vous disais tout à l'heure, M. Afan, qu'il faudrait que tous les Togolais qui ne sont pas en possession de leur carte aillent se faire inscrire dès le premier jour, dès 6 heures du matin, et qu'ils restent là jusqu'à ce que le dernier soit servi. Mais parce vous ne craignez pas que les machines traînent encore, comme vous avez eu à accuser le parti au pouvoir d'avoir organisé cet embouteillage informatique? Vous savez, moi-même, quand je suis allé m'inscrire cette année pour les locales, j'ai passé presque 4 heures là-bas. Si des centaines de milliers, voire des millions de Togolais occupent les centres de vote tout à fait légalement et sans violence, et attendent paisiblement qu'ils soient inscrits. Les 3 jours passeront et on leur dira que le délai a expiré. Au moins le monde entier sera là pour observer qu'il y avait des millions à attendre leur carte et que le régime a refusé de la leur donner. Léon Ayodi, toujours sur la page Facebook de Nana FM, écrit que le gouvernement ne pense même pas à un quelconque dialogue, et c'est logique. Le Togo a connu combien de dialogues et ça ne marche toujours pas. C'est un constat, mais ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que ça ne marchera pas un jour. Si on s'enferme dans un tel raisonnement, autant tout abandonner et transformer notre pays en royaume, ou faire des dirigeants de ce pays, le fils du père, faire de lui un empereur et transformer la famille Insibé en famille régnante. Si c'est tel votre souhait, vous êtes Togolais, vous avez parfaitement le droit d'exprimer votre volonté. Mais ce n'est pas le mien. Bernabé Sedoufio prédit chronique annoncée d'une énième désillusion. Christian Denke dit un dialogue, pourquoi faire? Il est temps que les gens qui veulent diriger ce pays un jour se réveillent et se mettent au travail. Et Amevi John qui demande à quoi ont servi les bons offices de l'ONU et de la CEDEAO. Moi j'aime beaucoup les donneurs de leçons qu'on se lève pour aller travailler. C'est facile derrière son téléphone de dire aux autres qui ne travaillent pas. Je voudrais tout simplement rappeler que moi, petit retraité, je travaille 10, en moyenne 10 heures par jour, gracieusement, personne ne me paye. On ne me paye même pas l'essence que j'utilise pour ma voiture, pour que les choses changent dans ce pays. Et si il y a seulement un peu plus de Togolais qui s'investissent autant, au lieu de rester derrière un téléphone et de donner des conseils, s'investissent davantage dans cela, je pense qu'on aura déjà gagné beaucoup de temps. Nous approchons de la fin de ce débat. Pascal TI écrit « Oubliez tout, cap sur 2025, allons-y seulement ». Et Eric Adjevi qui dit « Jean-Pierre Fabre a pourtant participé au local avec la même CENI, pourquoi changer maintenant ?» C'est parce que nous avons participé au local avec la même CENI que nous sommes fondés d'exiger une fois encore la révision, pas la révision. Nous avons exigé un recensement électoral général pour qu'on ait un fichier un peu plus propre. Alors nous sommes presque à la fin de ce débat. Vous avez jeté un coup d'œil au nombre de CELI et commissions électorales d'ambassades indépendantes créées.
Golfe 1 compte énormément de localités en ce qui concerne le ressort territorial. Pour vous, est-ce que tout cela annonce une élection intéressante, entre guillemets? Vous savez, ces élections ne seront intéressantes que dans la mesure où les populations se mobilisent. D'abord, se mobilisent pour obtenir un cadre électoral transparent qui puisse garantir une alternance politique dans la paix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'on se mobilise, il faut que les Togolais se mobilisent pour que cette alternance soit pour tous les Togolais, pour toutes ses composantes, et que personne ne soit exclu dans ce pays. Je pense que c'est possible. Et je pense que les populations, comme par le passé, vont se mobiliser non seulement pour obtenir les réformes, mais pour que un candidat de l'opposition, quel qu'il soit, puisque nous sommes pour le pluralisme des candidatures, que l'un des candidats soit élu par le peuple et que celui-là soit soutenu au second tour par tous les autres. Donc ce n'est pas difficile. Si on se met tous ensemble, on se mobilise pour que les réformes se fassent, on se mobilise pour la transparence au sein des bureaux de vote et que les résultats, les réels résultats sortis des urnes soient ceux que les populations ont réellement voté, moi je suis serein, je pense que l'alternance est possible. Et c'est tous les Togolais qui en sortiront grandis. En définitive, l'ANC restera dans la course tout en exigeant de meilleures conditions. Pour l'instant, je n'ai pas dit que l'ANC ne restera pas dans la course. Maintenant, si le moment venu, pour une raison ou pour une autre, l'ANC décide de ne pas aller plus loin, ça sera son choix en ce moment-là. Aujourd'hui, nous avons un candidat en la personne de Jean-Pierre Fabre que nous soutenons. Très bientôt, il va commencer une tournée à l'intérieur du pays. D'abord, voir les populations, rencontrer nos structures à l'intérieur du pays. Vous savez, nous avons plus de 100 fédérations. Vous savez déjà si vous pourrez aller à Kara, parce que c'est une ville qui a eu à vous poser des problèmes par le passé. Monsieur Afan, nous avons toujours été à Kara. L'opposition... À chaque consultation électorale, nous avons fait des meetings à Kara. Vous n'avez eu aucun souci particulier dans cette ville? Même les intimidations, il y a parfois on était... Parce que l'opposition à plusieurs reprises a estimé que ce n'était pas une ville ouverte. L'ANC a toujours, à chaque échéance électorale, a toujours organisé des meetings à Kara. Et même là, je crois en 2015, Jean-Pierre Fabre a dormi à Kara. Donc vous savez, il n'y a pas de... Pour l'ANC, il n'y a pas de... No man's land. Non, nous sommes Togolais et nous estimons que tous les Togolais doivent pouvoir tenir campagne ou des meetings ou des manifestations sur tout le territoire national. Merci Éric Dupuis d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le conseiller spécial de Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC. Vous êtes également le chargé de la communication du parti. Ce débat ainsi s'achève. Antoine Tété-Omeni était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous lundi matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous.